quoi le changement climatique? Qu'est-ce qui nous attend chez nous en Belgique? Existe-t-il des solutions? Toutes ces questions, toutes les questions que vous vous posez sur le climat, eh bien on y répond ce soir dans cette émission Stop à l'intox sur le changement climatique. Bonsoir à tous, moi c'est Gwen et voici François. Bonsoir à tous, mais évidemment Gwen, pour cette émission, on n'est pas tout seul, car toute cette soirée, toutes les réponses aux questions que tout le monde se pose sur le climat, elles ont été préparées par les étudiants en géographie de l'ULiège avec l'aide de leur professeur Sébastien Doutreloup. Alors cette soirée, elle va se dérouler comment ? D'abord, dans un premier temps, on va recevoir ces étudiants sur le plateau pour nous expliquer tout ça, avant d'accueillir un panel d'experts pour parler des solutions, parce que parler des solutions, c'est très important. Bah oui, on a un peu de temps ensemble pour éclaircir tout ça, mais tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. François, le changement climatique est un fait avéré. Place au constat. Et oui, le constat, c'est parfois déroutant, mais c'est un passage obligé. Et on va l'analyser avec plaisir avec nos deux premiers étudiants de l'ULiège invités. Donc c'est Romain et François. Bonjour les gars. Bonjour. Alors avec vous, on va répondre aux deux premières questions. Les questions qui ont été récoltées sur le campus de l'ULiège. La première va s'afficher ici. Salut! On sait que la planète a vécu pas mal de changements climatiques durant son histoire, donc pourquoi celui qu'on vit actuellement est à ce point exceptionnel? Merci! Alors oui, c'est une question qu'on entend très très souvent. Romain, pourquoi ce changement climatique-ci est si particulier? Il est vrai que la Terre a connu de nombreux changements climatiques tout au long de son existence. Maintenant, il faut noter que le changement climatique actuel se démarque par sa vitesse, son ampleur et son lien direct avec les activités humaines. Donc la première chose à dire, c'est qu'il est beaucoup plus rapide que les changements climatiques précédents. Oui, en effet, les augmentations rapides de température et de gaz à effet de serre sont vraiment sans précédent. À titre d'exemple, au cours du dernier siècle, il y a une augmentation de température de 1 degré, alors que le dernier grand réchauffement naturel observé était de 1 degré en 1000 ans. Donc ça montre qu'il y a une augmentation, que c'est 10 fois plus rapide que le dernier grand réchauffement climatique naturel. Ok, donc le réchauffement actuel est 10 fois plus rapide que le dernier grand réchauffement naturel. Alors le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'adapter à cette vitesse, c'est que nos sociétés, les écosystèmes, la faune, la flore, ça va trop vite pour tout le monde en fait. En effet, c'est ça, c'est vraiment la vitesse extrême qui ne permet pas l'adaptation de la faune et de la flore, et ça provoque des conséquences graves et déjà visibles sur les écosystèmes, la biodiversité, les régimes de précipitation, le niveau de la mer et j'en passe. Mais c'est aussi des conséquences majeures sur les sociétés humaines avec des migrations, des coûts économiques énormes et de manière générale des perturbations sur nos sociétés, quoi. Bien, merci beaucoup Romain. Alors la question qui vient naturellement ensuite, c'est vers où va-t-on ? Est-ce qu'on arrive à prédire la trajectoire pour le siècle à venir ? C'est l'objet de la question suivante reçue en vidéo et à laquelle tu as aussi répondu en vidéo. François. Ouais. Salut les gars, du coup je me posais quelques petites questions. Je voulais voir si on savait un peu prédire la vitesse du réchauffement climatique à l'heure actuelle, voir éventuellement à quel stade on en est et surtout quelle est la trajectoire que ça va prendre dans les années qui viennent. Salut! Par définition, le futur est incertain. Donc pour prédire le réchauffement qui nous attend dans les prochaines décennies, les scientifiques ont élaboré différents scénarios climatiques. Ces scénarios, ils sont basés sur un ensemble d'hypothèses socio-économiques concernant l'avenir de nos sociétés, comme l'évolution de la population, l'éducation, l'urbanisation et le PIB. Et chaque hypothèse va se traduire en concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Au nombre de 5, ces scénarios climatiques représentent chacun un chemin socio-économique potentiel duquel on peut prédire un réchauffement climatique à l'horizon 2100. Ces scénarios vont du plus optimiste au plus pessimiste. Le plus optimiste est celui où toutes les sociétés du monde s'organisent pour lutter contre le réchauffement et parviennent à le limiter à moins de 2 degrés pour 2100. Le plus pessimiste, c'est celui où aucune politique dans le monde n'agit pour le climat. Dans ce cas, on atteindrait un réchauffement dramatique de plus de 5 degrés pour la fin du siècle. Actuellement, il semblerait que nous empruntions un scénario intermédiaire, qui prévoit un réchauffement pour la fin du siècle de plus de 3 degrés, sauf si nos émissions de gaz à effet de serre diminuent. Et 3 degrés de réchauffement pour 2100, en fait, ça veut dire que même avec ce scénario intermédiaire, notre réchauffement climatique est 30 fois plus rapide que le dernier grand réchauffement naturel. Et ça, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Terre. Voilà, j'en profite pour remercier vraiment les étudiants en journalisme de l'ULiège qui se sont occupés de toutes les vidéos qu'on voit ce soir. Parenthèse fermée, je me retourne vers toi François, et la question qui me vient naturellement quand je vois ta vidéo, c'est pourquoi avoir choisi ces études de géographie ? Est-ce que c'est pour contribuer à alerter sur ces constats dont on parle depuis le début avec Romain ? Oui, tout à fait. D'abord, je suis arrivé en géographie un peu par hasard, mais ce qui m'a d'abord beaucoup plu, c'est les cours de sciences qui nous ont permis d'avoir une certaine rigueur dans nos études, mais aussi, plus particulièrement en géographie, on a les cours avec Sébastien Doutreloup et Xavier Fitways, donc de climatologie et de météo. Et ce que j'aime beaucoup en géographie aussi, c'est
qu'on a toujours un petit fil conducteur autour de l'écologie et de l'environnement. Donc tous nos cours, la majorité on va dire, suivent un fil conducteur donc, avec l'environnement. Et donc par exemple en géologie, on parle de l'Anthropocène, donc le dernier cours géologique qui arrivait avec l'apparition de l'homme. On a aussi en économie, on parle de l'économie circulaire, donc pour avoir une économie plus durable. Donc c'est ce qui m'a vraiment plu en géographie. En tout cas, je pense que c'est largement un métier d'avenir. François, Romain, un grand merci. Et après les constats, on va parler des questions qui font mal, on va parler des causes du réchauffement planétaire, et ce sera avec Gwen. Alors si le réchauffement actuel ne ressemble en rien aux vagues de réchauffement naturel que notre planète a connues, à quoi doit-on l'attribuer ce réchauffement? On va s'y intéresser tout de suite avec Pauline, Lara et Loïc. Mais d'abord, on va découvrir la question qui nous a été adressée par Boris. Alors moi, ce que je me demande, c'est si le CO2, donc le gaz carbonique qu'on émet, il est responsable ou pas du réchauffement climatique. Et Pauline, c'est toi qui vas nous répondre. Le CO2, donc le dioxyde de carbone, est-il le grand responsable du réchauffement? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le CO2 et les autres gaz à effet de serre sont présents naturellement dans l'atmosphère. D'ailleurs, sans eux, il ferait tellement froid sur Terre qu'elle en serait invivable. Donc en réalité, ce n'est pas le CO2 en tant que tel qui est responsable du réchauffement, mais bien l'augmentation significative de sa concentration qui, elle, a pour conséquence de renforcer l'effet de serre et donc de réchauffer la Terre. Et donc ça, le fait que nos modes de vie à nous soient les responsables finalement de cette augmentation de la concentration de CO2, c'est un fait avéré depuis le dernier rapport du GIEC. Oui, c'est ça. Donc depuis le dernier rapport du GIEC, nous sommes sûrs que ce sont les activités humaines qui sont responsables du réchauffement, car seuls les modèles prenant en compte l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre liées aux activités humaines et donc du CO2 d'origine humaine permettent d'expliquer le réchauffement. En effet, dans ce cas de figure, on va avoir des températures prévues qui vont se rapprocher très fortement des températures observées, alors que lorsque les modèles ne prennent pas en compte cette évolution des concentrations de gaz à effet de serre, les températures simulées ne correspondent pas du tout aux températures réellement observées. Donc cette différence dans les calculs, finalement, c'est un peu la preuve irréfutable de notre responsabilité. Oui, c'est absolument ça. Donc sans l'ajout des concentrations de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, il est impossible d'expliquer le réchauffement actuellement observé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait expliquer un peu plus souvent, finalement, cette présence naturelle des gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Oui, je pense que c'est nécessaire parce que l'atmosphère est constituée de gaz à effet de serre et le vrai problème, c'est que c'est l'excès de gaz à effet de serre et donc de CO2 dans l'atmosphère qui est créé par notre mode de vie qui va sans cesse rechercher du carbone dans le sol et le réémettre dans l'atmosphère. Alors tu parles de nos modes de vie, merci beaucoup Pauline, on va s'y intéresser un peu plus. Nos modes de vie, ils ont changé considérablement ces 2 derniers siècles. On va passer à la question suivante pour aller un peu plus loin sur ce sujet. C'est une question qui vient du public. Alors Lara, tu peux nous rejoindre? Bonjour à tous. J'avais une petite question, du coup je me demandais pourquoi est-ce que les références de base du réchauffement climatique ne remontent que jusqu'au 19e siècle. C'est vrai qu'on parle toujours de la période pré-industrielle. Alors on regarde la réponse et c'est toi qui nous la donnes Loïc, mais en vidéo. Pour le petit historique, il faut savoir qu'au départ, l'homme s'est toujours soucié du climat. Pourquoi? Tout événement qui se produisait était perçu par les civilisations comme un message divin. Que ce soit la colère des dieux, caractérisée par la pluie, le tonnerre, la tempête, ou bien la réconciliation, sous forme d'arc-en-ciel ou de temps serein. Jusqu'à l'Antiquité, où certains savants ont commencé à faire des liens entre observation et science en s'éloignant de tout message divin. Et puis, le temps passe jusqu'à un autre événement marquant, la révolution industrielle. C'est à partir de ce moment-là que le réchauffement climatique prend sa source, car on utilise de manière abondante le pétrole, le gaz naturel et le charbon. La conséquence directe, c'est bien évidemment l'augmentation des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, qui contribue au réchauffement de celui-ci. Mais en même temps, l'évolution technologique va aussi progresser. En 1851, le télégraphe va nous permettre de communiquer des données climatologiques codées et complètes entre différents pays. C'est l'invention du premier réseau d'observation météo qui relie à travers le monde de nombreuses stations, ce qui marque le début des premières mesures systématiques qui permettent ainsi de créer les premières statistiques d'évolution du climat. Et donc, pour répondre à la question, on fait débuter les références de base au milieu du 19e siècle, car cette période marque à la fois le début du réchauffement climatique et en même temps le début des relevés météorologiques systématiques.
Loïc, le sultan Al-Jaber, président de la 28e COP, a annoncé qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques que si on diminuait l'utilisation, enfin si on sortait plutôt des énergies fossiles, on pourrait limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est un peu une façon de nier la science. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais là en face de toi ? Dans un premier temps, je lui dirais quelle indignité. Pourquoi ? Parce que de la part d'un chef d'État, du représentant de la COP28 et aussi d'un des membres signataires des rapports du GIEC, je trouve cela complètement aberrant finalement. Est-ce qu'il cherchait à attirer la lumière médiatique ? Je ne saurais dire, mais pour moi c'est complètement insensé. Il est prouvé depuis des décennies que l'utilisation d'énergie fossile augmente considérablement les gaz à effet de serre de notre atmosphère et contribue à son réchauffement. Donc, si je pouvais même lui donner un conseil, finalement, ce serait d'aller relire les précédents rapports du GIEC pour peut-être lui rafraîchir les idées. C'est vrai que les énergies fossiles sont mises en cause, merci Loïc, mais il y a peut-être d'autres responsables aussi, et on va s'y intéresser avec toi Lara, mais tout de suite on découvre la question qui va t'être adressée. Moi j'aimerais bien vous demander ce qui contribue au réchauffement climatique en dehors du CO2. C'est vrai qu'on parle quasi exclusivement de CO2, y a-t-il d'autres grands responsables Lara ? Alors oui, donc effectivement, c'est le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, mais il en existe d'autres, donc on peut notamment citer le méthane, le protoxyde d'azote, qu'on peut aussi appeler oxyde nitreux, ou encore les gaz halogénés. Et dans cette liste-là, il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Oui, effectivement, donc il y en a deux qui sont particulièrement importants, qui sont le méthane et l'oxyde nitreux. Et en fait, bien qu'ils soient présents en beaucoup plus petite quantité dans l'atmosphère, eh bien, ils ont un potentiel de réchauffement qui est beaucoup plus important que le CO2. Donc, si on prend tout d'abord le méthane, il est en fait 28 fois plus réchauffant que le CO2. Et donc, c'est un gaz qui est principalement issu de la culture du riz, de la production d'énergie ou encore des processus digestifs qui sont liés aux animaux d'élevage. Et puis, d'autre part, on a donc l'oxyde nitreux. Lui, il est 270 fois plus réchauffant que le CO2 et ce gaz est principalement issu donc de la combustion de la biomasse, des engrais qui sont utilisés pour l'agriculture ou encore dans l'industrie. Alors on s'est concentré sur les gaz à effet de serre, mais il y a d'autres responsables. Oui, tout à fait. Donc dans une moindre mesure, il y a également d'autres phénomènes qui peuvent expliquer le réchauffement climatique. Donc, on peut par exemple citer la déforestation, puisque en l'absence d'arbres, eh bien, on ne va pas capter le CO2 qui est présent dans l'atmosphère. Ou encore, on a également les changements d'occupation du sol, dont notamment l'urbanisation, puisque cela va provoquer un captage plus important de chaleur au niveau de la surface. Merci beaucoup Lara, merci à tous les trois, c'était super clair. On va poursuivre avec d'autres questions. Place tout de suite aux conséquences des changements climatiques. Évidemment, on ne peut pas modifier le climat de la planète sans que ça ait des conséquences, et on peut se demander à quel point ça va nous impacter. Nous, c'est justement l'objet de la prochaine question. Bonjour, la question que je voulais vous poser, c'est celle de savoir s'il y a déjà des conséquences du réchauffement climatique visibles en Belgique. Et pour répondre à cette question, je me tourne vers toi, Jean-Christophe. Qu'est-ce qu'on peut remarquer en Belgique à l'heure actuelle ? On peut remarquer beaucoup de choses, mais tout d'abord au niveau des températures, les séries climatiques de l'IRM à Uccle montrent qu'il y a une augmentation des températures de plus de 2,1 degrés depuis 1833. C'est une valeur pour Uccle, mais un réchauffement équivalent est également observé dans les autres stations du pays. D'ailleurs, on constate bien les différents records de température qui sont régulièrement battus ces dernières années, que ce soit pour des valeurs journalières, mensuelles ou bien annuelles. D'ailleurs, on constate bien aussi les vagues de chaleur qui sont plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Avant 2000, on constatait une vague de chaleur tous les 4 à 7 ans en moyenne, alors qu'il y a eu au moins une chaque année depuis 2015. Il y a même eu 3 rien que sur l'année 2019. Rien que 3 rien que sur l'année 2019, c'est énorme. Bon, il y a des vagues de chaleur, mais est-ce qu'il y a aussi des modifications sur le régime des pluies, sur les précipitations ? Oui, on ne remarque pas que les quantités totales annuelles sont en augmentation. Cependant, le comportement des pluies est bien en train de changer. D'une part, on a les pluies abondantes qui sont plus fréquentes et donc représentent un plus grand pourcentage de la quantité de pluie totale annuelle. Et ce sont des pluies qui mènent potentiellement à des inondations. Et d'autre part, les sécheresses sont également plus récurrentes depuis 2017, ce qui est évidemment une menace pour la flore et les activités agricoles. Ok, donc les vagues de chaleur, le régime des pluies qui
qui se modifie également. Est-ce qu'il y a d'autres choses notables à dire en plus? Oui, il y a encore d'autres conséquences. Par exemple, pour la neige, les précipitations neigeuses ont diminué de l'ordre de moins 20% sur l'Ardenne depuis les années 80. Une érosion côtière qui s'accroît ou encore les écosystèmes qui sont déséquilibrés. Ok, très bien. Bon, très réjouissant tout ça. Et la question qui suit naturellement, Émilie, c'est la suite. Qu'est-ce qui nous attend dans le siècle qui vient? Est-ce que finalement, ce que nous dit Jean-Christophe, c'est qu'il y a un avant-goût de ce qu'on va connaître? C'est une bonne question. Il faut savoir que le climat de la Belgique change et qu'on peut déjà en constater les conséquences, comme le mentionnait Jean-Christophe. Alors, juste du côté des températures, le climat de la Belgique s'est réchauffé. Donc, l'année 2022 a été plus chaude de 1,2 degrés Celsius comparé à la moyenne 1991-2020. Certains modèles régionaux se focalisant sur la Belgique prédisent pour l'horizon 2100 un réchauffement allant jusqu'à 3 degrés Celsius pour un scénario de réchauffement intermédiaire. Alors 3 degrés, comme ça, on peut se dire que c'est pas tant que ça. Est-ce que c'est vraiment pas tant que ça? C'est vrai que 3 degrés, ça paraît peu en chiffres, mais c'est suffisant pour débalancer le climat tel qu'on le connaît. Par exemple, avec 3 degrés Celsius, on multiplie le risque de canicule par 16, donc tous les étés seront potentiellement caniculaires. Donc, ça pose évidemment un risque au niveau des feux de forêt, mais également pour la santé, surtout dans les villes. Et je vais te poser la même question qu'à Jean-Christophe. Sur les pluies, est-ce que ce qu'il nous a dit, ça va se voir aussi dans le siècle à venir? Jusqu'à l'horizon 2100, on ne voit pas de changement majeur au niveau des quantités annuelles de précipitations, mais les étés pourraient devenir plus secs et les événements extrêmes plus intenses et plus fréquents. Donc, on a eu un avant-goût de ce futur, en fait, avec, par exemple, les précipitations, les inondations de juillet 2021 ou la sécheresse de l'été 2022. Donc, on le devine, ça va poser des difficultés aux agriculteurs qui vont devoir s'adapter à des conditions de précipitation inhabituelles. Très bien. Merci beaucoup. Alors maintenant, donc, ce qui nous attend, c'est un climat de plus en plus instable. Et donc, c'est certain qu'il va falloir s'adapter pour que ça fasse un minimum de dégâts déjà sur les personnes, mais aussi de dégâts matériels. Alors par contre, ce qu'on entend souvent, c'est que s'il y a plein de côtés négatifs, parfois on se dit aussi peut y avoir du positif. Par exemple, en Belgique, on dit souvent qu'on pourrait faire plus de vin. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est l'objet de la prochaine question. Il paraît qu'avec le réchauffement climatique, ce serait bien de faire pousser nos propres vignes en Belgique et de faire notre propre vin. Et moi, la question que je me pose, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres avantages? Certaines personnalités politiques et scientifiques qui portent des discours que l'on pourrait qualifier de rassuristes choisissent d'occulter les nombreux inconvénients et points négatifs du réchauffement climatique. À la place, ils mettent en évidence des avantages et conséquences positives de celui-ci. En Belgique, par exemple, certains se réjouissent que le pays profite désormais d'un climat favorable à la culture de la vigne, mais ils ne parlent pas des forêts qui dépérissent à cause des sécheresses à répétition. Certains voient d'un bon œil la disparition de la banquise qui permettrait l'ouverture de nouvelles routes de navigation plus courtes et donc moins onéreuses. Même chose avec la fonte du pergélisol qui offrirait de nouvelles terres exploitables aux pays situés proches du pôle Nord. Mais ces pseudo-bonnes nouvelles occultent complètement la désertification de régions du monde actuellement habitées, comme l'Espagne par exemple. De manière plus générale, nos sociétés pourraient également bénéficier du réchauffement climatique d'un point de vue énergétique. Comme il fait plus chaud, ça fait baisser nos factures de chauffage. Mais c'est sans tenir compte de l'augmentation fulgurante des canicules qui fait exploser la facture énergétique liée à la climatisation. Au final, gardons bien à l'esprit que ces quelques avantages ne compenseront ni les pertes ni les dommages causés par le réchauffement climatique. Ok, donc même s'il y a quelques avantages par-ci par-là, ça ne compensera jamais les changements négatifs qui impacteront les conditions de vie sur Terre, des conditions qui vont faire globalement que se dégrader. Mais Igor, avec toi, j'ai envie d'explorer un tout petit peu plus loin cette thématique du vin, parce que j'ai appris que tu faisais ton mémoire là-dessus. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va pouvoir faire plus de vin en Belgique? Est-ce que c'est que 100% positif? Alors oui, avec le réchauffement climatique, la Belgique va pouvoir augmenter sa production viticole, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux cépages qui n'étaient pas possibles de cultiver en Belgique à l'époque à cause de conditions climatiques beaucoup trop froides. Mais le réchauffement climatique va aussi rendre instable la culture de la vigne en Belgique, car il faudra sans cesse s'adapter à la hausse de la température. Et à cela, on peut ajouter aussi le phénomène des gelées tardives, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, seront toujours bien présentes à l'avenir, et ce, malgré la présence du réchauffement climatique. Ok, donc c'est contrasté encore une fois, donc c'est pas 100% positif. Je vous propose maintenant qu'on passe à la toute dernière question de ce chapitre, question à laquelle a répondu Élise. Donc moi j'avais une petite question, c'est en fait à partir de quel moment la planète deviendra invivable?
Alors, c'est très compliqué de donner une réponse chiffrée à cette question. Déjà, il faut s'entendre sur la notion de vivable. Par exemple, pourrais-je toujours vivre dans mon village dans 50 ans? Comme nous le savons, le réchauffement climatique entraîne des conséquences variées. Nous pouvons cependant opposer deux types de changements, les changements progressifs et les augmentations des événements extrêmes. Des changements progressifs comme la sécheresse, la dégradation des sols, l'acidification des océans et bien entendu, la hausse du niveau des mers. Certaines zones de la planète seront de moins en moins adaptées à la vie humaine. Et puis, on observe une augmentation de la fréquence et de l'importance des événements extrêmes, comme les feux de forêt, les inondations, les glissements de terrain, les canicules, qui peuvent du jour au lendemain transformer une ville ou un village en zone invivable. Il ne faut pas oublier que l'impact du réchauffement climatique n'est pas homogène en fonction des différentes régions du globe. Donc même s'il était possible de donner une date claire, cette date varierait spatialement. Déjà parce que le climat se réchauffe partout, mais pas à la même vitesse, ce qui implique que certaines régions deviendront invivables plus rapidement. Et puis, toutes les sociétés du monde n'ont pas la même résilience face aux risques climatiques. Pour prendre un exemple, une région densément peuplée deviendra invivable plus rapidement qu'une région moins peuplée devant un même risque de sécheresse. Et un dernier élément qui complique encore la réponse à cette question, ce sont les sources d'incertitude, qu'elles soient liées au processus de modélisation ou qu'elles soient liées à nos comportements actuels et à venir. Voilà, bon c'est clair, c'est compliqué à dire, ça se réchauffe pas de la même façon partout, et puis le futur est par définition incertain, comme on disait au début. Néanmoins, ce qui est sûr, Elise, c'est que les conditions de vie vont devenir de plus en plus difficiles, et donc ça va, quoi qu'il arrive, entraîner des migrations massives, parce que des personnes vont chercher tout simplement des meilleures conditions de vie. Est-ce que le véritable enjeu, finalement, c'est pas les migrations ? Si, tout à fait. La question des migrations, elle suit directement la question de la vivabilité de la Terre, parce que forcément, plus il va y avoir de zones qui vont être considérées comme invivables, plus les gens auront besoin de s'en extraire et donc de migrer. Mais j'aimerais quand même apporter quelques petites précisions sur les migrations et sur l'idée qu'on s'en fait. Donc c'est sûr qu'on va sûrement voir de plus en plus de migrants ici en Europe, mais en réalité, les migrations internationales, donc par exemple vers l'Europe, ce n'est qu'une petite facette du réel problème que sont les migrations. Donc tout d'abord, il faut savoir que la majorité des migrations, elles sont internes, c'est-à-dire au sein d'un même pays. Et pour 2050, on s'attend à avoir environ 216 millions de personnes qui vont migrer de façon interne. Les zones les plus touchées, ça va être de loin l'Afrique, ensuite l'Asie. Et même d'une manière générale, le problème des migrations, qu'elles soient internes, internationales ou même intercontinentales, c'est encore qu'une petite partie du problème parce que ça invisibilise tous les gens qui voudraient migrer, qui auraient besoin de migrer, mais qui n'en seraient pas capables par absence de moyens ou de ressources. Bien, merci beaucoup pour ces précisions, Élise. Merci beaucoup, Igor également. Et maintenant, je vais laisser la parole à Gwen pour la dernière partie de cette soirée. Une dernière partie où on va recevoir un panel d'experts pour parler des solutions. Est-ce qu'il est encore temps d'agir ? On va voir ça tout de suite. Alors une fois qu'on a dit tout ça, eh bien on peut sentir une chape de plomb sur nos épaules. Là, on parle d'éco-anxiété. C'est pas pour rien cette impression qu'on est totalement impuissant, tellement le chantier est énorme. C'est une problématique de grande ampleur. Heureusement, on va parler de pistes d'action et on va en parler avec des experts de l'ULiège qui nous ont rejoints sur ce plateau. Alors on va parler avec Sybille Mertens, Angélique Léonard, Thomas Wansart et Félix Scholtes. Mais tout de suite, on découvre les questions que vous nous avez adressées sur les actions à mettre en œuvre. Au vu des derniers rapports du GIEC, l'horloge tourne. Est-ce qu'il est encore temps d'agir ? Moi, je me demandais si, pour répondre à l'urgence climatique, il fallait changer de modèle économique ou si on pouvait rester dans un modèle capitaliste. Alors, on présente souvent la voiture électrique ou l'éolien comme des solutions technologiques aux problèmes climatiques. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors moi, je me demande si la solution au réchauffement climatique ne réside pas plutôt dans des mesures très très fortes, que ce soit à l'échelle d'une société ou à l'échelle de l'université, par exemple. À l'échelle individuelle, que peut-on faire concrètement pour lutter contre le réchauffement climatique ? Quelles actions concrètes peut-on entreprendre ? On va revenir sur chacune de ces questions avec vous. Mais on va peut-être d'abord répondre à la toute première question. Est-il encore temps d'agir ? C'est peut-être la question principale à laquelle répondre. Et c'est Nicolas qui nous répond en vidéo. Alors oui, mais soyons réalistes, il est impossible de revenir en arrière. Nous ne pourrons pas annuler l'augmentation de 1,1 degré déjà actée. Nous ne pourrons pas non plus stopper ce réchauffement d'un coup d'un seul. Mais nous devons maintenant tous ensemble agir pour s'adapter à la situation et atténuer le réchauffement. Concrètement, s'adapter, c'est préparer nos sociétés aux conséquences du réchauffement climatique qu'elles vont subir. Par exemple, on sait qu'en Belgique, nous aurons de plus en plus de canicules.
Alors il faut préparer nos villes à se protéger contre ces chaleurs extrêmes. On sait aussi que nous aurons de plus en plus de sécheresse. Pour ça, il faut préparer notre agriculture, l'adapter à la pénurie d'eau. Tandis que pour atténuer le réchauffement, les actes doivent venir de tout le monde, des politiques, des entreprises et de chacun d'entre nous. Toujours dans le but de baisser la consommation de combustibles fossiles, mais aussi d'arrêter la déforestation. Ce sont les deux combats principaux à mener à l'échelle globale. Il existe des solutions individuelles, mais aussi des solutions collectives pour s'adapter et atténuer le réchauffement climatique. Alors c'est évidemment de ces actions individuelles et collectives qu'on va parler. Par où commencer? En tout cas là, on va commencer avec vous, Sybille Mertens. Vous êtes professeure et conseillère à la rectrice pour les questions de transition sociale et environnementale. Et si je m'adresse à vous, c'est parce qu'une des questions qui revient souvent, et on l'a encore vu dans la petite vidéo juste avant, c'est celle de notre système économique, le capitalisme. Selon vous, Sybille, est-ce que modifier notre système économique, modifier le système économique dominant, c'est nécessaire pour diminuer notre impact? Ben oui, c'est nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que ce système économique, c'est un choix de société que l'on pose. L'économie, c'est la gestion de la maison. Donc oui, il va falloir le changer. Et pourquoi est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Parce qu'on sait que nous allons devoir diminuer notre empreinte sur l'environnement, notre pression sur l'environnement. Et les courbes sont très claires. Aujourd'hui, on voit un parallèle entre la courbe du réchauffement climatique et la courbe de la pression que nous avons sur cet environnement. Et on sait que c'est lié à la croissance économique. Donc je pense qu'il y a deux ingrédients fondamentaux qui vont devoir changer dans les années à venir. C'est en tout cas à court terme et dans nos régions une réduction de la croissance économique. Et l'autre élément, c'est quel type d'entreprise est compatible avec une réduction de la croissance économique. Et là, on vient évidemment toucher au capitalisme, qui est un modèle de fonctionnement qui a remarquablement bien marché, qui s'est très bien aussi adapté à une vie où l'énergie était abondante et bon marché. Mais là, on est face à un mur et on va devoir repenser nos modèles d'entreprise, nos choix individuels, mais aussi la manière dont on organise l'activité économique. Concrètement, comment on repense une entreprise aujourd'hui? C'est une question qui fait super peur de se dire « Ok, on ne doit plus aller vers la croissance ». Oui, donc ça veut dire qu'on doit toujours se demander quelle est la finalité d'une organisation. Et l'entreprise est une organisation. Je pense qu'on est rendu aujourd'hui au fait où on doit se dire une entreprise, elle doit répondre à des besoins, elle doit le faire de la manière la plus efficace possible, mais en intégrant, l'économiste va dire internalisant, les effets de ces activités sur le plan social ou sur le plan environnemental. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste avoir un modèle d'entreprise qui maximise le profit pour les actionnaires, ça c'est dépassé. Donc heureusement, on a aujourd'hui des modèles d'entreprise qui existent et qui disent nous on veut être efficace, mais on va faire attention à payer le juste prix à nos fournisseurs, on va faire attention à notre empreinte écologique et donc on va refuser des modes de production qui polluent. Donc c'est des choix qui sont rendus possibles. Et il faut simplement réouvrir les imaginaires. On n'est pas obligé d'être dans un modèle d'entreprise capitaliste au sens pur qui ne fait que maximiser le profit de l'actionnaire. Et tout le monde a à y gagner. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut pouvoir se dire il y a déjà des expérimentations qui existent. Et emboîtons le pas de ces expérimentations. Elles ne vont pas nous amener à une situation de catastrophe ou de pénurie. Elles vont simplement ramener l'église au milieu du village et dire une entreprise, c'est d'abord là pour rendre des services aux consommateurs, pour permettre d'avoir un bon travail et pour permettre une prospérité sur des territoires. Est-ce qu'on peut imaginer demain devoir travailler moins? C'est peut-être une question qui intéresse les étudiants qui nous regardent. Mais donc là aussi, on peut se dire en tout cas que tant qu'on est dans des modes de production tels qu'on les connaît aujourd'hui, probablement qu'il serait raisonnable de travailler moins. Si maintenant on en vient à des pénuries d'énergie, ce qu'on va probablement avoir, on va devoir, je pense, retrouver certains modes de production qui vont redemander du travail humain. Mais en même temps, on peut dire qu'on est dans une société où on travaille beaucoup de manière très rapide pour consommer beaucoup, mais peut-être que tout ça va devoir changer, et donc peut-être qu'on travaillera moins, qu'on consommera moins, mais finalement qu'on sera plus heureux. Ah, si on pouvait être plus heureux, ce serait super en tout cas. Angélique Léonard, vous êtes professeure et ingénieure spécialiste des impacts environnementaux des produits et matériaux. Vous avez un background plus technologique. On a vu cette question sur la technologie. Finalement, est-ce qu'on peut dire que la voiture électrique, les éoliennes vont nous sauver? Est-ce que la technologie va nous sauver? Je suis désolée, c'est une question un peu basique, mais tout le monde se la pose. Alors, en tant qu'ingénieur, je vais peut-être choquer certains collègues, mais je vais dire non. La technologie est une partie de la solution, mais n'est pas la solution. Je pense qu'il faut également repenser, comme on vient de le dire, nos modes de consommation, finalement consommer mieux, consommer moins,
Et je pars qu'on ne peut pas passer à côté de la sobriété aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment toute une manière de repenser nos sociétés, de repenser nos moyens de consommation qui sont vraiment essentiels à mettre en place. Quand vous dites que c'est une partie de la solution, est-ce que vous travaillez déjà concrètement sur cette partie de solution technologique ? Alors tout à fait, et je pense qu'on peut être fier parce qu'en Wallonie, on a beaucoup d'industries qui sont vraiment à la pointe concernant le fait de mettre en place des moyens de production qui vont changer vraiment complètement dans le but de réduire les impacts environnementaux. Alors on peut vraiment citer des gros pôles, on va dire, de recherche. On a des portefeuilles autour du recyclage des matières minérales, c'est-à-dire soit les métaux en fin de vie, soit les déchets de la déconstruction en fin de vie. Et on a vraiment des entreprises actives qui veulent soit on va dire intégrer plus de matières recyclées et donc quelque part on va épargner les ressources à la base, ou alors mettre en place par exemple des moyens de capturer le CO2 dans les fumées pour essayer justement de réduire ces fameuses émissions de CO2. Quand Sybille Mertens parle de réduire la croissance, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à vous ? Alors, ça me parle, oui. Alors, je vais donner un petit exemple. Quand j'étais enfant, je me souviens fin des années 70, il y avait dans les villages des petites épiceries de quartier qui ont progressivement été remplacées par des supermarchés et puis des hypermarchés. Et finalement, on se dit, est-ce qu'on a besoin d'avoir 30 choix quand on veut acheter des cookies à ses enfants ? On pourrait même se dire, est-ce que je ne pourrais pas les faire moi-même ? Ça, voilà, il faut avoir le temps pour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu, notamment après le Covid, ou à l'occasion du Covid, un retour vers les circuits courts, vers le local. Et c'est vrai que je pense que quelque part, le marketing, la pub a créé des besoins, des faux besoins chez les personnes. Et je pense qu'il faut repenser une consommation qui a du sens. Et je pense que ce qui est important, c'est arriver à informer aussi les consommateurs. Et donc, dans le cadre aussi de mon métier, ça, je peux en parler parce qu'il y a vraiment une initiative très, très importante qui se met en place au niveau européen. C'est ce qu'on appelle l'affichage environnemental. Et donc, c'est se dire, quand j'achète un produit de consommation, quand on prend un produit alimentaire, on va regarder les kilocalories, le pourcentage de lipides, etc. Et on pourrait très bien avoir des petits indicateurs qui vont nous donner des idées sur la quantité d'eau consommée, la quantité d'énergie, etc. pour aussi faire en sorte qu'on devienne des consommateurs, comme on le dit. Et c'est vraiment quelque chose qui se met en place aujourd'hui. Vous me permettez d'enchaîner très très bien sur la question qui suit, puisqu'on parle finalement de comportement individuel. Le fait de consommer, on le fait tous les jours pour se nourrir notamment, mais à travers une action qui a été posée de manière plus collective quand on parle de mettre l'impact sur les aliments. Et Thomas, je me tourne vers vous, Thomas Wansart. Vous avez étudié ici à l'ULiège. Vous êtes aujourd'hui spécialiste en empreinte carbone, créateur de la plateforme Neo-Enea qui met notamment en avant toute une série d'actions à mettre en place d'un point de vue individuel et collectif. Aujourd'hui, c'est quoi les actions individuelles qui ont le plus de poids ? Alors pour classer ces actions assez simplement, si on prend son logement, les actions qui ont le plus de poids, ça va être rénover son logement, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. Les locataires ne savent pas rénover le logement. Et ça a un certain impact financier, ça. Oui, et un gros impact financier pour les propriétaires aussi. Mais en tant que locataire, c'est juste très compliqué. Ensuite, ça va être diminuer la température, éventuellement réduire les espaces chauffés. Ça, c'est vraiment au niveau du logement. Au niveau de la mobilité, il y a l'avion. C'est considérer est-ce que j'ai besoin d'aller à cet endroit en avion ou pas. Privilégier le train, par exemple, ou aller peut-être dans une destination plus proche. Et puis l'autre point, ça va être réduire la voiture thermique. D'abord, réfléchir au nombre de kilomètres qu'on parcourt. Est-ce que tous ces kilomètres sont nécessaires ou pas ? Pour les trajets de moins de 10 km, essayer de privilégier le vélo ou essayer de privilégier le vélo électrique. Pour les trajets plus longs, les transports en commun ou la multimodalité, quand c'est possible. Et donc là, on voit qu'il y a directement aussi des freins qui vont être plutôt collectifs. La mise à disposition de pistes cyclables, la sécurité des vélos. Est-ce que si je pose mon vélo quelque part, est-ce que je le retrouve en revenant ? Je pense qu'elle est une grosse question. Et puis, accessoirement, la précision, on va dire, ou la précision des transports en commun. Est-ce qu'ils sont à l'heure, est-ce qu'ils ne sont pas à l'heure ? Et leur disponibilité. Et ça, c'est vraiment des choix qui doivent se poser collectivement. Et puis alors après, si on prend son alimentation, là, on va pouvoir avoir un choix relativement fort sur la manière dont on se nourrit, à condition que c'est soi-même qui nous faisions manger, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. Et puis derrière, au niveau des objets, je pense que ça a été très bien évoqué, c'est considérer est-ce que j'ai besoin de cet objet ou est-ce que je n'en ai pas besoin, et à l'instant où j'en ai réellement besoin, est-ce que je peux le louer ou est-ce que je dois être propriétaire, et surtout comment faire pour garder cet objet le plus longtemps possible en privilégiant des objets de qualité et en essayant de le réparer quand il est abîmé. Alors on l'a compris, en fait, il y a des actions individuelles sur lesquelles on a prise beaucoup plus facilement, comme l'alimentation, et il y a d'autres actions qui vont nécessiter une action collective pour pouvoir s'engager plus facilement. On l'a bien compris avec la question du transport. Mais est-ce que ces actions individuelles, elles sont suffisantes ? Alors non, en fait, l'individu va être contraint, on parlait du locataire d'un logement,
il peut faire tout ce qu'il veut, il n'arrivera pas forcément à imposer à son propriétaire de rénover son logement. Moi, je suis locataire d'un logement, j'ai tout intérêt collectivement à privilégier un logement mal isolé, pour la raison bonne et simple que je me chauffe relativement peu, c'est de mettre des vêtements thermiques en hiver, et de ce fait, dans le parc immobilier, s'il y a des logements mal isolés, autant que les personnes qui se chauffent peu aient dans ces logements-là, mais l'enjeu, c'est rénover le parc immobilier, et moi seul, j'ai aucun impact sur la rénovation de l'ensemble du parc immobilier. Et si je prends un appartement mal isolé, c'est mieux de prendre, moi je prends cet appartement et quelqu'un qui a peut-être des enfants plus jeunes, qui doit chauffer son appartement plus chaud, utilise cet appartement mieux isolé et se chauffe un peu plus. Parfois, on a l'impression de ne pas avoir la possibilité de mener soi-même une action collective. Comment on transforme en fait finalement l'action individuelle en action collective ? Alors je pense que ce qui est important pour mener des actions collectives, c'est de rejoindre des groupements. C'est-à-dire que tout seul, on se sent assez impuissant face à l'État, face au pouvoir public, qui devrait mettre des mesures, peut-être aussi dans son entreprise. C'est compliqué de faire bouger une entreprise. Et donc là, à la base, je dirais que c'est de se rassembler, de former une équipe. Il y a des associations pour ça. Moi, je fais partie notamment des Shifters, où le but, c'est justement d'influencer certaines décisions politiques, de faire de la sensibilisation. Il y a toute une série d'associations à Liège aussi, je ne les connais pas toutes. Et donc, je pense que s'engager dans une association, dans un groupement, pour faire évoluer les choses, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de la région, c'est extrêmement important. Et c'est par là que le changement collectif doit passer. Tout seul, faut être courageux. On va continuer à parler d'action collective avec vous, Félix Scholtes. C'est vrai que quand on est une collectivité comme une université, on a peut-être plus de cartes en main finalement pour mener des actions qui sont impactantes. Vous êtes professeur en neurosciences et conseiller à la rectrice sur la transition numérique. Et la transition numérique, c'est un gros enjeu de la transition écologique et sociale. C'est juste, et ça nécessite peut-être 2 mots d'explication, parce qu'on ne s'en rend pas compte, en fait, parce qu'une des grandes caractéristiques du numérique, c'est son imperceptibilité. On l'a tous dans notre poche, et on ne ressent pas ce que ça représente, ce qu'on porte dans notre poche, qui pèse quelques grammes, finalement. Vous parlez d'un smartphone, donc. Par exemple. On a aussi d'autres choses dans notre sac. Vous pouvez compter le nombre d'appareils que vous avez, et enfin, on se rend compte qu'on a toute une série, mais qu'on ne le ressent pas tellement. Donc ça, c'est l'imperceptibilité. L'autre aspect, c'est son caractère très, très systémique. Donc ça fait référence à l'action collective, évidemment. C'est quelque chose qui est très diffus dans un sens, qui va un petit peu partout, qui est, comme on dit en anglais, qui est pervasif dans un sens. On le trouve partout. Et donc, là, effectivement, l'action collective, elle a un sens pour répondre à la question. Mais pour le rendre un tout petit peu plus perceptible, peut-être, en fait, il y a un graphique qui m'a toujours très fortement frappé. C'est quand on met sur un graphique dans l'évolution, dans le temps, l'évolution de la courbe de l'émission de gaz à effet de serre du numérique, et qu'on le met en regard de la courbe qu'on devrait suivre. Si on voulait encore avoir une chance d'atteindre les 1,5 degrés de réchauffement, les 2 courbes vont a priori se croiser en 2030. Ça veut dire que l'évolution en fait, du numérique est assez catastrophique, mais c'est quelque chose qui est extrêmement souple en fait. C'est quelque chose qui est beaucoup plus souple, par exemple, qu'un réseau autoroutier, qu'on ne peut pas changer comme ceci. Donc ça donne aussi, en fait, c'est à la fois quelque chose qui est inquiétant et qui a un impact qui est massif, et à la fois quelque chose qui donne toute une série d'opportunités de changement relativement rapides. Et pour ça, je voulais juste encore dire 2 choses pour cette imperceptibilité qui est intéressante dont il faut tenir compte. C'est régulièrement, ça se rapporte à la technologie et c'est à ça que je voulais me rapporter. On a des progrès technologiques qui pourraient en fait nous permettre d'être plus efficaces et c'est très typique du numérique. Et après, en fait, on observe ce qu'on appelle un effet rebond. En fait, globalement, on a gagné en efficacité, mais puisqu'on l'exploite de manière beaucoup plus importante, on se retrouve finalement avec un impact nocif qui est plus important que ce qu'on attendait au départ. Et la dernière chose, c'est que le numérique, en fait, et ça se rapporte à ce que disait Madame Mertens, c'est en fait un grand facilitateur. Donc, au-delà de son effet propre, en fait, c'est surtout quelque chose qui facilite le fonctionnement sociétal actuel. Et donc, ça nous renvoie à cette problématique que vous avez abordée au tout début. C'est ça, et c'est vrai que parfois, on a tendance à nous vendre les solutions numériques comme des solutions qui vont nous aider dans la transition écologique. Et c'est juste. En fait, il faut le faire, il faut en employer dans ce domaine-là. Mais je pense que globalement, la perception qu'on a dans une société qui est finalement quand même relativement technophile, et je le suis aussi, en fait, j'adore le numérique, c'est pour ça que je suis là-dedans. Mais dans cette société technophile, on perçoit ça et on aime bien rapidement s'engager dans une voie où on se dit, tiens, on a une solution. Une solution, elle est technologique, c'est simple et
le numérique nous permet de le faire, alors que très probablement l'impact qu'on peut avoir par une démarche qui va plutôt vers une sobriété et qui va plutôt vers cette réflexion qu'on a déjà entendue de dire, mais en fait, de quoi est-ce qu'on a véritablement besoin? À ce moment-là, il y a peut-être possibilité de réduire le nombre d'objets connectés qu'on attend dans les 10 ans qui viennent, par exemple, et de faire plus sobre. On peut les réduire. Oui, plus sobre et plus heureux, ça c'est vraiment le plus important. Alors on peut les réduire, les objets par exemple, mais dans une université, on a besoin du numérique. Comment elle s'y prend justement, l'université, pour être plus sobre numériquement parlant, d'un point de vue systémique? C'est le mot qu'il fallait, effectivement, c'est le terme systémique. Donc, je pense qu'il faut les deux. Ça rejoint un peu ce qu'on a ici, à nouveau ce qu'on a dit ici avant. Il faut à la fois pouvoir mettre en place des choses concrètes, mais il faut bien se rendre compte des limitations. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de développer, par exemple, à l'université, c'est en train de germer, je dirais. C'est un outil qui nous permettra, dans notre propre écosystème numérique, de promouvoir une réutilisation d'appareils qui pourraient sinon tout simplement se retrouver par obsolescence, par exemple le logiciel, enfin en tout cas perte de fonction pour l'utilisateur qui pourrait se retrouver dans les déchets finalement, pourrait tout à fait être réutilisé de diverses manières. Et en fait là il y a même un aspect social dans ceci, de pouvoir éventuellement permettre toute une série d'usages qui sont difficiles à financer sinon. Donc ça, c'est par exemple une action concrète, mais qui peut, à l'échelle de l'université, avoir un impact relativement important, parce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes si on inclut les étudiants. Donc prolonger la durée de vie des équipements. Par exemple, parce que les équipements sont ce qui a finalement, les équipements des utilisateurs, c'est ce qui a le plus gros impact numérique. Et la deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus complexe et systémique, c'est qu'il faut établir là, et on est en train de le faire, on le fait déjà depuis un certain temps maintenant, une véritable gouvernance numérique. Veut dire qu'il y a là une stratégie qui s'établit d'une part, mais aussi l'acceptation que la stratégie ne fait pas tout et qu'il faut s'adapter à des situations, des évolutions parfois extrêmement rapides. Et là, ça c'est vraiment la réponse à la question systémique, c'est d'avoir vraiment une institution où tout s'intègre dans une logique qui est orientée vers la transition à laquelle on est de toute façon exposé, et donc on s'y intègre avec nos démarches numériques progressivement. Merci beaucoup. En tout cas, Sybille, il y a d'autres chantiers que celui du numérique qui sont menés à l'université. Concrètement, j'imagine que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur quoi vous travaillez. Mais ce que Félix Schöttles vient de dire, c'est vraiment important, c'est qu'une institution de la taille d'une université comme celle de Liège a la possibilité de dépasser la myopie de chacun d'entre nous, de chacun de ses membres. Et donc, savoir qu'on a cette institution qui s'engage maintenant sur la transition, ça veut dire qu'on a des leviers énormes pour refixer les règles du jeu entre nous, ramener de la gouvernance où on décide ensemble quel est le projet de notre institution, vers où on veut aller. Donc les exemples, ils sont légion. On sait bien qu'on doit repenser nos placements financiers, on sait bien qu'on doit repenser notre politique de mobilité, qu'on doit repenser la politique de nos restaurants universitaires, en lien avec tout un écosystème ici de circuits courts alimentaires. On sait qu'on a on peut avoir un rôle très structurant sur notre territoire et en même temps, en prenant ces décisions-là, on envoie un message à nos étudiants, aux membres de la communauté. On peut aussi transformer nos programmes de cours. On peut, et c'est notre actualité, on a une réunion vendredi avec tous les vice-doyens de toutes les facultés pour essayer d'avoir de l'enseignement plus transdisciplinaire où on va ensemble réfléchir sur ça. On peut avoir des projets de recherche qui embrassent ces questions-là. Donc, en fait, on est dans un endroit, d'ailleurs, je pense qu'on partage cet avis-là, on fait un métier formidable parce qu'on est à un endroit où on peut agir sur tout ça. Donc, j'ai donné quelques exemples. On est en train de travailler à une feuille de route transition pour les prochaines années parce que le chantier est énorme, mais on sait aussi qu'on peut compter sur des tas de collègues qui sont motivés sur ces questions-là. Je vous remercie beaucoup, en tout cas tous les quatre, c'était très éclairant. Et je vous propose qu'on redonne la parole aux étudiants en géographie parce qu'il y a une question qu'on n'a pas encore vraiment abordée finalement, c'est celle de l'éco-anxiété. Et pourtant, elle est très importante cette question. On a vu dans un récent sondage que près d'un jeune sur deux entre 18 et 34 ans souffrait d'éco-anxiété. Alors comment on fait pour garder la foi ? Bonjour à tous, moi je me posais comme question, comment peut-on garder la foi quand on sait qu'on va droit dans le mur ? Alors Nicolas, c'est toi qui vas nous donner le mode d'emploi finalement. Oui, c'est ça. Donc, il faut dire une première chose, c'est que c'est possible. Donc, les scientifiques l'ont prouvé, c'est encore possible de rester à 2 degrés de réchauffement. Et ça, c'est si on adopte dès maintenant des mesures d'atténuation.
Et 2 degrés, en fait, c'est tout à fait viable si on prend quelques mesures d'adaptation de notre société. Il faut se dire que l'homme a déjà prouvé maintes fois qu'il est capable d'énormément de progrès dans des temps très courts. Que ce soit avec la révolution technologique, la révolution industrielle, l'homme a prouvé qu'il était capable de faire plein de choses. Ici, c'est d'un changement sociétal dont on a besoin et on en est tout à fait capable. L'éco-anxiété, c'est un peu comme quand on a peur du blocus des examens ou quand on n'ose pas se mettre au sport. En fait, c'est en débutant, en commençant à le faire petit à petit et surtout à son échelle qu'on va y arriver et qu'on va se rendre compte qu'en fait, c'est possible. Et un autre facteur de motivation, c'est de le faire tous ensemble. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure, c'est que c'est vraiment tous ensemble qu'on va réussir à lutter contre le réchauffement climatique. Donc il faut commencer à se bouger maintenant. Un grand merci Nicolas, je crois qu'on ne pouvait pas mieux conclure que ça. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup aussi à tous les étudiants en géographie de l'ULiège, merci aussi à tous les étudiants en master de journalisme de l'ULiège également. Merci à l'équipe de la Grand Poste pour leur accueil dans ces magnifiques locaux. Et enfin, merci à l'équipe du Green Office et à l'équipe rectorale de l'ULiège pour avoir rendu cette émission possible. Merci aussi à Sébastien Doutreloup. T'as oublié de dire merci à Sébastien. Mais non, mais merci Sébastien. Non. Mais Sébastien qui a évidemment coaché tous ses élèves pour qu'ils nous répondent. Et je termine par un petit moment autopromo. Pendant toute cette émission, on n'a pas eu le temps d'aborder toutes les questions qu'on peut se poser. Et François et moi, on travaille sur une émission qui s'appelle Il n'y a pas de planète B, dans laquelle on répond à d'autres questions. N'hésitez pas à nous suivre sur Ovio, sur Tipeee, sur les médias de proximité et puis sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à bientôt. À la prochaine.